Donc, il nous est demandé d'intervenir sur ce sujet, le Code noir, forme et aspect juridique des résistances. Mon projet là, ce soir, c'est de dégager une pédagogie afin de nous permettre de comprendre la construction de l'ordre juridique esclavagiste colonial. Donc, de partager une compréhension de la vision ou de l'organisation systémique du système esclavagiste, du système colonial. C'est très important selon moi parce que si on ne sait pas de quoi on parle, c'est-à-dire si on ne connaît pas ce que c'est, comment peut-on déconstruire le système? Nous avons l'expérience de vivre encore dans ce système et d'en souffrir des effets de ce système. Et cette expérience partagée ne se limite pas à l'espace en fait américain, Caraïbes, mais il me semble s'étend là où se trouvent les Noirs, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Donc il faut comprendre en fait ce qui se passe et pourquoi ça se passe ainsi. Voilà des êtres humains qui sont dans leur société, dans leur paradigme, et qui sont arrachés par d'autres êtres humains en vue de les intégrer dans un autre système, dans une autre société. La démarche est très claire. Bon. Et dans quelle autre société? Une société qui est régie par ce qu'on a désigné comme étant le Code noir. Alors, le Code noir, bien entendu, ça renvoie à un ordre juridique, à un système juridique, et ça renvoie aussi à un système juridique partagé par les Européens, les colons, les esclavagistes, quel que soit là où ils sont à partir du moment en fait où, en effet, ils ont décidé d'implanter en fait ce système. Donc, lorsqu'on parle du Code noir, les Anglais avaient leur Code noir, hein, la manière en fait d'imposer un type de relation aux êtres humains arrachés de leur système juridique et amenés de force, déportés pour être en fait insérés dans un autre système. Bon, ça c'est la première chose. Donc ça veut dire en fait que, en effet, nous avons là deux paradigmes, deux organisations sociales différentes. Il faut garder ça en esprit. Parce qu'une fois rentré dans l'autre paradigme, si on ne se rappelle pas, ou on ne sait plus comment reconstruire, ou ce qui caractérise le paradigme originel, nous m'arrive ça. Nous allons rester à temps, il faut bien comprendre ça. Bon. Alors, ça c'est la première chose. Maintenant, analysons ce système dans lequel, en fait, ces hommes et ces femmes, nos ancêtres, ont été intégrés. On voit bien, en fait, que dans ce système, ils ont été intégrés par la force, par la violence et par la manipulation mentale. Bon. Nous le savons. Puisque, et cela se comprend, qu'est-ce qui caractérise, en fait, cet ordre? Cet ordre, en fait, qualifié d'esclavagiste ou de colonial. C'est que cet ordre, en fait, est fondé sur la hiérarchisation des êtres. La hiérarchisation des êtres vivants. Et en l'occurrence, eh bien, ce qui est prévu pour ces hommes et ces femmes qui doivent être intégrés de force, en fait, de ce système, ce sont des statuts précis que l'on retrouve en fait dans le Code noir, le statut de meuble, d'esclave, d'affranchi. Et ces hommes et ces femmes peuvent être aussi, à des moments précis, des immeubles, c'est-à-dire en fait des immeubles par destination. Je prends cet exemple, eh bien il y a une habitation, exploitation agricole qui doit être vendue, eh bien le maître en fait, en vendant en vendant son exploitation, vend son bien. Bon, l'esclave ou le meuble. Bon. Voilà en fait le paradigme dans lequel en fait
nos ancêtres se sont vus intégrés. Et voilà, en fait, ce paradigme, en fait, qui va connaître différentes générations de nos ancêtres, en fait, qui vont devoir, en fait, s'y insérer, se socialiser. Je ne veux pas entrer dans les détails. Alors, ce que je voudrais, en fait, vous faire constater, c'est que, eh bien, cet ordre, il est caractérisé, je disais, par la hiérarchisation des êtres, et cet ordre consiste, en fait, à conduire, en fait, nos ancêtres à abandonner et à oublier sa matrice pour épouser de manière définitive la matrice coloniale, la matrice esclavagiste. Et cette matrice, en fait, esclavagiste, consiste bien entendu à l'institutionnalisation d'un ensemble de valeurs précises qui sont traduites en normes. Alors, ces valeurs qui sont traduites en normes, ce sont des valeurs, on le constate, ce sont des valeurs qui consistent en fait à, de manière radicale, je dis bien radicale, à exclure l'identité humaine dans la socialité. Exclure radicalement. Évidemment, parce que tant le maître que l'esclave sont des identités fictives. Je veux dire, par nature, l'être humain n'est pas celui qui se décrète être maître. Par nature, en fait, en vérité, c'est un être humain. Mais il se donne, en fait, ce pouvoir de créer une fiction et de se donner, en fait, cette fonction, cette identité-là. Donc, le maître n'est pas un être humain sur le plan du droit. Et le législateur, en fait, qu'est-ce qu'il utilise comme instrument, comme outil? Ce qu'on appelle une fiction juridique en droit. C'est-à-dire, en fait, le législateur sait que c'est faux, mais le législateur, en fait, cependant, a le pouvoir de dire c'est vrai. Et puis c'est comme ça. Et donc, vous comprenez pourquoi, en fait, nos ancêtres n'ont jamais voulu être socialisés dans ça. Personne ne veut être esclave. Donc, une fois qu'on sait ce que c'est, personne ne veut être meuble. Et personne non plus ne veut être affranchi. On y reviendra. En tous les cas, personne ne veut, en fait, vivre dans une socialité, dans une société où ce qui la caractérise est la négation de ce qu'il est, en tant qu'être inférieur en particulier, puisque là, nous parlons en fait des êtres inférieurs. Et donc, vous voyez bien, en fait, je parlais d'un ordre en fait hiérarchique, la hiérarchisation des êtres, et donc, qui se caractérise par des êtres supérieurs et des êtres inférieurs. Donc, maître, esclave, affranchi, meuble, immeuble, réservé en fait pour les êtres humains, aucun de ces statuts ne relève en fait de la vérité. Toutes relèvent sur le plan du droit de la fiction juridique. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Donc, autrement dit, c'est une vaste, en fait, comment dire? C'est une pièce de théâtre, une mise en scène obligatoire. Il faut bien comprendre ça. Rendu obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a un système, en fait, de violence installé. Il y a ce qu'on appelle communément la force publique, hein, qui veille, en fait, à ce que cette mise en scène soit respectée. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Bon, ça c'est une chose. Donc, l'être humain, l'identité humaine n'existe pas dans cet ordre. Et n'existe pas. Aucun de la hiérarchisation des êtres exige en fait l'exclusion des êtres humains. Si l'identité humaine est instituée, ça voudrait dire, et c'est la seule voie possible, c'est que tous les êtres humains seraient reconnus comme étant des êtres humains. Si je dis que je suis un être humain et que vous ne l'êtes pas, ça veut dire en fait que ce que je dis être n'est pas l'identité humaine, parce que vous serez aussi humain. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Donc c'est une négation de la généalogie humaine. On écarte en fait le fait de la généalogie humaine, hein, le fait que les êtres humains en fait sortent d'une même matrice humaine, en fait, sont tous parents, hein, sont tous en fait liés filialement, et on écarte en fait ce fait naturel, hein, cette évidence, pour en fait lui substituer, je disais, un ordre de fiction. Bon, à part que cet ordre de fiction est obligatoire. Bon. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose en fait à comprendre, donc la fiction juridique, hein, bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose à comprendre, c'est que
évidemment, il va falloir, en fait, pour ceux qui ont, pour que le législateur obtienne, en fait, je dirais, obéissance, il va falloir utiliser la violence et la manipulation mentale, je le disais. Bon. Et donc, pourquoi? Parce que comprenez bien, la culture, en fait, qui est instituée là, les valeurs qui sont instituées, sont les valeurs qui, en fait, je prends l'article 44 du Code noir, déclarant les esclaves être meubles. Et lorsqu'on prend les articles relatifs, en fait, au statut d'affranchi, là aussi, c'est un être, en fait, comme je le disais, c'est pas un être humain. Bon. Donc, comprenons bien que cette culture sociale, cette culture, en fait, qui est instituée, ces valeurs, en fait, qui sont instituées, ce sont les valeurs du législateur européen. Comprenez bien qu'en fait, que c'est les législateurs européens, ce sont des hommes et des femmes européens qui décident et qui sont ceux qui ont institué cet ordre. Bon. Je le dis ça parce que je veux que vous partagez une vision systémique. Autrement dit, parce qu'on se focalise souvent sur les blancs créoles, sur ceux, etc., alors que ce n'est pas eux qui sont garants de ce système. Preuve en est, rappelez-vous, lorsque il va y avoir une première abolition en 1794, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les blancs créoles, en fait, vont chercher un autre législateur. Hein? Ils vont aller vers les Anglais, par exemple. Vous comprenez bien? Parce que c'est le législateur, en fait, qui a les moyens nécessaires pour pouvoir, en fait, maintenir ce système. Donc, les blancs créoles, c'est une chose, mais qu'ils soient là ou pas, ce ne sont pas eux qui sont garants du système. D'accord? Ils sont des profiteurs, etc. Ce sont des agents sur place, mais ce ne sont pas eux, c'est l'État français. Bon. L'État colonial. Alors, ça, c'est une chose. Maintenant, cette culture-là, évidemment, cette culture, en fait, les colons vont vouloir que les Noirs la partagent. Et donc, ils vont créer, à un moment donné, ils vont mettre des mots pour désigner cette culture. Cette culture qui consiste, en fait, et comprenez bien, à dire, en fait, que ces êtres-là, nos ancêtres, donc, ces êtres-là, sont des êtres inférieurs aux autres êtres qui sont les maîtres. Et que ces êtres-là, par conséquent, parce qu'ils sont inférieurs, il faut bien comprendre l'incidence juridique. Leur corps et leur production culturelle sont inférieurs. Et par conséquent, ils n'ont plus vocation à faire du droit. Ça, c'est déterminant. Il faut bien comprendre ça. Ils n'ont plus vocation à faire du droit. Parce que, et c'est une cohérence en fait du système, de la hiérarchie des êtres, si en fait ils sont inférieurs, leur culture ne peut pas prétendre en fait à organiser la société. Cela va de soi. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Donc, par conséquent, tous les statuts dont je parle vont être caractérisés par quoi? Par le fait qu'ils n'ont pas, ceux qui sont soumis à ces statuts n'ont pas le droit de faire du droit. Ce sont des juristes applicateurs, ils appliquent le droit, mais ils n'ont pas le droit de faire du droit. Donc, autrement dit, si vous voyez en fait notre histoire dans cette période, durant toute cette période, y compris pour les affranchis, vous verrez en fait qu'on ne fait pas du droit. On n'a pas d'histoire en droit. C'est seul en fait le colon, celui qui est supérieur, qui a autorité pour faire du droit. Par contre, sur le plan strictement de l'organisation, là je le dis, c'est technique, mais bon, on peut assister, on a la possibilité d'assister les Blancs dans leur production de droit, les assister, les aider en fait à adapter le droit. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Mais on n'a pas le droit en fait d'aller plus loin. Bon, ça c'est entre l'assistance et la représentation. Bref, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il s'agit de ça. Donc on n'a pas le droit de faire du droit. Évidemment, si on donnait la possibilité aux Noirs de faire du droit, vous imaginez bien qu'en fait la première chose c'est qu'ils auraient aboli en fait ce système, cela va de soi. Bon, donc c'est une garantie. Bon, ça c'est la première chose. Alors je disais tout à l'heure en fait que à un moment donné, ils vont mettre un mot sur cette culture en fait que les Noirs juridiques, les valeurs en fait qui sont traduites en normes, hein, de la hiérarchie des êtres et où en fait les Noirs sont en tant qu'êtres inférieurs, et ils vont mettre un mot, ils vont dire en fait que les êtres en fait qui partagent ces valeurs-là, qui ont intégré ces valeurs, qui partagent ces valeurs, les êtres inférieurs qui ont fini par intégrer ces valeurs, ils vont dire qu'en fait qu'ils sont créolisés. Créolisés. Et donc, je cite par exemple en fait un dictionnaire de l'époque, de la société esclavagisme 1836, créolisé, adjectif naturalisé aux colonies, qui a les goûts, les habitudes de colons, qui a les goûts, les habitudes de colons. Et vous comprenez bien qu'en fait les goûts et les habitudes du colon, c'est précisément ça. Donc, ils vont mettre ce mot.
Mais pourquoi en fait ce mot créolisé? Hein, vous voyez bien, être créolisé, c'est adopter les goûts et habitudes du colon. Hein. Et nous savons c'est quoi les habitudes du colon, nous l'avons vu à travers le code noir. Bon, mais c'est qu'en fait, dans l'expérience, ils vont constater qu'en fait, ce sont ceux qui sont dans la société esclavagiste, hein, les colons qui sont dans la société esclavagiste, qui sont les plus, en fait, je dirais, qui sont les plus imprégnés des valeurs instituées, la hiérarchie des êtres. Et qu'ils vont désigner ces hommes et ces femmes des créoles, ce sont les blancs, hein, les blancs créoles qu'on appelle les béquets, etc. Ils vont le désigner ici. Et cette culture, parce qu'ils représentent en fait ces êtres qui sont les plus imprégnés, la culture en fait instituée, densifiée à travers l'attitude de ces gens, incarnée à travers l'attitude de ces gens qui vraiment sont imprégnés, eh bien, ils vont désigner cette culture comme étant la culture en fait créole. Alors comprenez bien, c'est très important. La culture créole, c'est la culture du colon. C'est la culture instituée. C'est la culture de la hiérarchie des êtres. C'est la culture qui dit qu'en fait il y a des êtres supérieurs et des êtres inférieurs et que les Noirs en fait sont des êtres inférieurs et par conséquent leur corps et leur production culturelle sont inférieurs. Donc doivent être et sont institués comme étant dévalorisés. Comprenez bien ça. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par conséquent, eh bien, vous imaginez bien, lorsque en fait, on est créolisé, adopter les goûts et les habitudes du colon, vous comprenez tout de suite en fait pourquoi. Eh bien, lorsque le noir ou la noire en fait est créolisé, c'est-à-dire a adopté ses goûts et ses habitudes, on constate en fait un processus tout à fait naturel, c'est-à-dire en fait, ils appliquent ce droit et sont fidèles à ce système. Et en appliquant ce droit, quels en sont les effets? Puisque c'est la cause, hein, le droit là, c'est une autorité de conduite, voilà. Quels sont les effets? Les effets parce que le droit qui est institué est un droit en fait qui dit et qui dévalorise en fait l'être précisément désigné comme étant inférieur, eh bien, il y a ce processus qui consiste en fait à projeter sur nos corps et sur notre production culturelle la négativité. Et donc c'est pour ça qu'en fait, en effet, lorsqu'on applique le droit créole, hein, le droit, la culture créole, eh bien, lorsqu'on est justement fidèle à cet ordre, en fait, eh bien, on constate quoi? On constate un processus qui consiste à dévaloriser, par exemple, les cheveux, par exemple, la couleur de peau, par exemple, la culture, etc. Ce qui est logique. En permanence, vous obéissez à un ordre, en fait, qui est structuré sur la hiérarchie des êtres. Et par conséquent, en appliquant, quand vous soyez conscient de ça ou pas, ça c'est votre problème, hein, mais en l'appliquant, vous densifiez un mental, vous densifiez un conditionnement. Et donc, vous vous habituez à ça. Et donc, il faut bien comprendre ça. Donc, c'est le processus, en fait, de créolisation. Alors, vous avez compris, en fait, que, et là, j'insiste là aussi, on passe d'un paradigme à un autre. Le nouveau paradigme, en fait, c'est ce qu'on appelle, en fait, ce qu'on appelle la procédure de créolisation, c'est le processus d'assimilation. Vous avez entendu parler d'assimilation. Alors, les gens ont tendance, en fait, à vouloir limiter l'assimilation aux affranchis. Mais non, c'est tout le système qui est assimilationniste. Lorsque le noir, en fait, doit adopter le statut d'esclave et doit appliquer et s'y conformer, il s'assimile. Assimiler, c'est adopter, justement, précisément, le système de valeurs, en fait, de l'autre. Donc, que vous soyez, c'est tout le système, en fait, qu'il faut assimiler. D'accord? Ça, c'est très important. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, disons, en termes de compréhension, la deuxième chose, c'est que si on est assimilé, donc, on a notre propre paradigme. Bon. Et lorsqu'on dit en fait qu'on est contre l'assimilation, lorsqu'on dit qu'on est fier de notre civilisation, la question que je pose, c'est où elle est? Qu'est-ce qui la caractérise? Qu'est-ce qui la caractérise? C'est-à-dire qu'en fait, on dit en fait qu'en effet, il y a cet ordre dans lequel on est et que l'on considère en fait que c'est un ordre injuste, c'est un ordre en fait fondé sur le mensonge aussi, évidemment, puisque en fait c'est un ordre en fait qui nous fait souffrir. Et selon cet ordre, il y a une hiérarchisation des êtres, donc c'est la négation du fait même que nous sommes des êtres humains. Et donc, évidemment, nous le refusons. D'accord. Et ça revient à l'idée de résistance, puisque dans le titre, en fait, il dit résistance. La résistance consiste en fait à s'opposer à, mais pas seulement ça,
On s'oppose à parce qu'on veut sauver quelque chose, parce qu'on refuse en fait que quelque chose disparaisse. Mais quoi? C'est-à-dire où est notre matrice? Où elle est en fait? Est-ce que nous savons ce qu'elle est? Est-ce que nous n'avons pas perdu de vue? Parce que n'oublions pas que le processus de colonisation, qui est le processus d'assimilation, consiste en fait à nous emmener à abandonner, à oublier notre matrice culturelle, notre matrice originelle. C'est ça le processus. Donc, la grande question c'est ça. Où elle est? Qu'est-ce qui la caractérise? Alors je vais en venir. Je vais y arriver tout à l'heure. En tous les cas, ce qu'on peut postuler, en tous les cas, d'emblée, on peut affirmer même, c'est plus qu'une postulation, c'est une vérité, c'est que dans la matrice en fait originelle, nous sommes institués comme étant des êtres humains. Ça c'est clair. Donc maintenant, ça signifie quoi être institué en tant qu'être humain? Est-ce que nous avons perdu la science en fait, qui nous permettrait de construire cette société? Est-ce qu'on sait la faire? Est-ce qu'on sait comment construire une société, comment nous instituer comme étant des êtres humains? Parce que eux, ils savent en fait comment nous instituer comme n'étant pas des êtres humains. Ils savent comment créer un ordre où il n'y a pas l'identité humaine. Non seulement ils savent ça, mais ils maîtrisent en fait cette technologie, puisqu'ils arrivent à maintenir cet ordre jusqu'à présent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous ne pouvons pas faire l'économie d'analyser et de maîtriser. S'ils peuvent le maîtriser, c'est que c'est maîtrisable. D'accord? Si en fait notre matrice originelle existe, nous pouvons tout à fait concevoir qu'on puisse aller faire le travail nécessaire, en saisir en fait la substance et la réactiver. C'est clair. Donc ce sont des principes en fait fondamentaux. Donc c'est en ce sens où j'arrive à ça. Je vais vous permettre en fait d'avoir accès à ça dans une certaine mesure. Comment faire? C'est ça la grande question. Parce qu'en effet, nous sommes là, nous sommes réunis, nous voulons en fait, nous disons nous sommes fiers d'eux, etc. Mais intégrons notre matrice. Où elle est? Lorsqu'on va en fait en Martinique, elle n'est pas là. En tous les cas, elle n'est pas instituée. Et puis, il faut la restituer. Hein. Il faut que ça devienne notre autorité de conduite. Bon, on va au Gabon, on ne la voit pas. On la sent, hein, comme en Martinique, on la sent, on sait qu'elle est en nous là. Mais à part qu'en fait, elle a été désinstituée, on sent quelque chose en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est que, en réalité, on ne s'en rend pas nécessairement compte. Un peu, imaginez, je prends cette image en fait d'un avion qui était notre matrice, hein, et qui volait, et puis qui est tombé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On en prend des morceaux d'ailes, hein, des houes, etc. Et évidemment, ça nous rappelle en fait la matrice. Mais ça nous aurait volé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça nous aurait volé. Oui, en effet, on sait qu'elle a existé, on sait qu'elle est là potentiellement, mais elle est où? Elle est comment? Etc. Et donc, autrement dit, ça signifie dès lors en fait qu'on est encore dans la matrice de l'autre. Alors, il faut en saisir en fait la technologie, en tous les cas, c'est quoi un système organisé sur la hiérarchisation des êtres? Et c'est quoi un système en fait qui est fondé en fait sur l'identité Moon, un être humain, Moon. Parce que je le dis exprès, tout Moon c'est Moon. Mais est-ce que nous savons en fait instituer tout Moon c'est Moon? Parce que c'est ça. Est-ce que nous savons faire ça? Et nous avons perdu en fait la science. Je dirais pas perdu la science, puisqu'elle est encore là malgré tout en vérité, mais en tous les cas, nous devons en fait apprendre à la maîtriser. C'est qu'en réalité, ce que nous appelons la hiérarchisation, l'ordre en fait, de la hiérarchisation des êtres, n'est rien d'autre qu'un type de relation. Un type de relation. Et c'est ce type de relation qui est institué. Ce type de relation qui est institué, c'est-à-dire on dit dorénavant, voilà la relation que nous devons avoir entre nous. Voilà la relation que nous tous, en fait, y compris en fait les dits supérieurs, en fait, doivent avoir entre nous. Et donc, maintenant, cette relation, nous la jugeons injuste, comme je le disais tout à l'heure, et mensongère. Bon. Et donc, il faut comprendre par conséquent que dans notre société, dans notre matrice originelle, là où tout le monde s'est moulu, c'est un type de relation aussi. Mais à part que c'est la relation juste, la relation qui est conforme à la vérité. Entre les êtres humains que nous sommes là, nous ne pouvons développer entre nous que deux types de relations. Autrement dit, l'être humain
qui a le statut de la fonction de législateur, ne peut instituer qu'une ou l'autre relation. Il n'y a pas trois catégories, trois natures de société, trois catégories de relations. Alors, et quelles sont ces relations? Eh bien, imaginons, nous voyons en fait que dans notre perception, nous savons que ces deux personnes-là, ces deux êtres humains-là, sont en lien filial entre eux. Et en particulier, sont frères et sœurs. Bon. Et imaginons en fait qu'on voit ces deux personnes, une parmi qui est en train de violenter l'autre. On va dire, mais attendez, mais pourquoi tu lui fais ça? Mais c'est comme ta soeur, pourquoi tu... Imaginons que c'est l'homme qui traite en fait. C'est comme ta soeur. Attends, mais quand même... Mais... Attends, mais c'est comme ta soeur, mais tu peux comprendre comme si c'était pas ta soeur. Et donc, vous voyez bien la réprobation. Mais vous voyez aussi qu'en fait, en disant ça, nous tous, nous savons ce que ça signifie. Ce qu'on appelle la relation filiale, la filialité. Donc ça, c'est la première relation entre les êtres humains. Et nous voyons en fait que nous savons ce que c'est, et nous savons ses effets. Puisque lorsqu'on dit ça, c'est que nous savons tous en fait à quoi ça renvoie, la relation filiale. Si en fait cet homme s'était maintenu dans la relation filiale avec cette femme, eh bien il n'y aura pas eu cette violence. Nous savons que sa nature est déviante. La nature de la relation filiale est déviante. Nous le disons, imaginons que nous sommes à la poste, par exemple, et nous voyons des gens en fait qui sont en train de... Il y a un qui violente l'autre, etc. Et on peut entendre cette phrase par nous-mêmes ou par l'autre, disant mais c'était mon famille ou pas de fait ça, c'était mon famille ou pas de jamais fait ça. Et dans cette phrase, nous avons la connaissance, nous démontrons que nous connaissons les deux types de relations possibles et leurs effets. Autrement dit, dans cette phrase, la première, c'était mon famille ou pas de fait ça. Autrement dit, c'était mon famille où tu es gagné en relation filiale et puis tu es gagné en relation bienveillante et puis la nature de la relation. Mais comme c'est pas famille, on est en relation qui n'est pas filiale et puis c'est ce que j'appelle la relation filiale, c'est la deuxième relation qui existe. Il n'y en a pas trois. La deuxième relation, la relation filiale. Et ce sont les deux seules relations qui peuvent être instituées. C'est même famille ou pas de fait ça. Autrement dit, lorsqu'on dit ça, on exige, on attend de l'autre. On attend de l'autre qu'il ait un comportement filial avec l'autre. Parce qu'on ne lui dit pas ça juste en fait comme ça. On dit, c'est mon film, on va ça. Autrement, nous terminons en relation filiale. Mais la question c'est, si pas lié filial, est-ce que justement pour obliger une relation filiale et bien n'était pas famille avec qui en fait il n'y a aucune relation, il n'y a aucun lien filial. C'est ça la chose. Mais en vérité, on ne peut pas être un être humain sans être de la famille de l'autre être humain. La relation filiale, ça n'existe pas. Un être humain ne peut pas être un être humain, c'est-à-dire que l'identité humaine contient la filialité. L'humanité est la filialité. C'est-à-dire qu'en dehors de la filialité, l'identité qu'on va vous donner n'est pas l'identité humaine. Vous comprenez ce que je veux dire? On va y revenir, vous allez bien comprendre tout à l'heure. Voilà les deux types de relations. Alors maintenant, pour vous permettre en fait d'avoir une meilleure compréhension de ce type de relation, voyez ça comme un curseur. Voilà la relation filiale. Au plus bas de son niveau, c'est l'indifférence. C'est-à-dire, en fait, le droit est indifférent. Le droit de ne pas avoir, en fait, l'obligation d'être bienveillant vis-à-vis de l'autre, parce que ce n'est pas comme moi. C'est une nature, c'est la nature de la relation. Le droit d'être indifférent. Ça commence par l'indifférence. Et lorsque, je vous ai dit un curseur, densifier ça, ça pousser, ça arrive à l'hostilité. Et c'est évidemment l'esclavage, la colonisation relève, bien entendu, de la relation filiale. Évidemment, ce n'est pas la relation filiale qui est instituée lorsqu'on parle du système esclavagiste. L'ordre, en fait, qui manifeste, qui est fondé sur la hiérarchisation des êtres. C'est la négation de la filialité. Donc, c'est la négation de la généalogie humaine. D'accord? Donc, c'est la négation de l'identité humaine. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, notre humanité ne se perçoit, ne se manifeste, ne se réalise qu'à travers la relation filiale. On n'est pas un être humain si, lorsqu'on ne pratique pas l'être humain, la filialité, on est dans la négation de l'humanité. Il faut bien comprendre ça.
Donc un ordre qui est fondé sur l'infidélité est un ordre en fait qui, dans sa densification, va nous éloigner de la conscience de la fidélité, donc de la pratique de la fidélité, de la perception de la fidélité, et qui va nous conduire en fait précisément dans sa densification à quelque chose en fait que nous connaissons et qui aboutit, qui donne les modèles, etc. Donc là, maintenant, je vous ai dit sur le curseur. Maintenant, allons pour la relation filiale. Curseur, au plus bas niveau, c'est quoi? C'est que tous les êtres humains sont de la même famille, ont un lien filial. Par conséquent, lorsque en fait, on va créer cette société, eh bien, l'obligation qui est imposée à tout le monde, c'est la relation filiale. Tout le monde met en relation filiale en dessous. Voilà le droit, voilà le modèle. Tout le monde. Et évidemment, c'est la seule relation qui est vérifiée scientifiquement. C'est la seule relation qui est fondée sur la vérité. D'accord? Donc, tout le monde, voilà. Et puis, maintenant, la deuxième relation. La deuxième relation, la relation filiale. À part, ça veut dire quoi? Parce que c'est la relation filiale, eh bien, comme un être humain ne peut pas être institué dans la relation filiale comme étant un être humain, puisque c'est l'exclusion, parce qu'il faut bien comprendre, en fait, comme je vous disais, l'institutionnalisation de l'identité humaine n'existe que lorsque nous sommes dans une société filiale. Donc, je vais vite pour vous dire quoi, et vous allez comprendre assez rapidement, la société filiale. 100% des êtres humains sont conscients, 100% sont conscients qu'ils sont de la même famille. Donc le concept de la famille, c'est le concept en fait qui remplace le concept de nation dans le modèle occidental, la nation. On va y revenir. Donc parce qu'il faut que je vous dise comment dans le système infilial, quelle est l'identité qui est instituée et qui est là en fait, vous allez comprendre, c'est assez simple. Donc dans la société filiale, comprenez bien, et bien 100% des êtres humains vivent dans la conscience de la fidélité. Le droit rend obligatoire ça. Donc les juges pratiquent, en fait, il y a tout le système, en fait, voilà. Alors, ça veut dire quoi? Vous êtes dans une classe, il y a 30 élèves dans la société filiale. Vous posez la question à n'importe quel élève, qui est membre de votre famille? Il va vous donner un prix. Tout le monde est membre de ma famille. Cela est obligatoire, cela est appris à l'école. Vous voyez? Et donc ça, c'est scientifique. Nous sommes en fait dans la société filiale. Et vous allez vous répondre à la question, est-ce que nous sommes dans une société filiale ou une filiale? Vous êtes dans une classe, il y a 30 élèves, que ce soit en primaire ou en université. Vous posez la question, qui est membre de votre famille? Et si nous sommes dans une société filiale, on vous dit, mais s'il n'y a pas un frère ou une sœur, ce que j'appelle la famille dégénérée. La famille, en fait, que l'on croit qui existe en droit, mais qui n'existe pas en droit. Parce que dans la société filiale, il est impossible d'instituer la famille. Parce que la famille ne peut être instituée que dans la totalité. Je le dis, mais bon, voilà. Donc, autrement, dans le droit français, ou dans le droit occidental, la famille n'est pas instituée, n'existe pas en droit, n'a pas de personnalité juridique, vous devez le savoir. Vous entendez le droit familial, etc., mais en réalité, c'est de la manipulation, nous sommes dans l'éthique, dans la morale. Nous croyons que ça existe, mais en réalité, ça ne croit pas. Par contre, il y a des fonctions. Vous allez jouer les fonctions de père, etc., mais ce n'est pas la famille du tout, c'est ce que j'appelle la famille dégénérée. Alors, donc, je vous disais, nous allons dans une classe, c'est le cas, voilà, qui est membre de ta famille humaine? Si par exemple, fiancé, etc., on a posé des personnes par membre de famille. Et donc, c'est ça qui est rendu obligatoire. Ce que nous sommes dans ce pays, et le droit là qui nous régit, vous prenez le collectivité, etc. Vous n'êtes pas des spécialités du droit, mais en appliquant ce droit, ça c'est le droit filial. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, en respectant ce droit, nous appliquons les filialités, tous les jours. Alors, je terminerai là. Quel est le concept clé de l'ordre filial qui permet en fait à ces gens d'être dans la maîtrise? C'est le concept d'individu. Individu, qui donne les droits individuels. D'accord? Il faut comprendre ça. Et le droit individuel, c'est pour ça qu'on dit qu'on devient individualiste. Donc c'est l'abandon de la fidélité à force. Imaginons en fait, je dis rien. Imaginons nos ancêtres en fait, qui pratiquent tous les jours en fait l'identité esclave. Il a fini par se comporter, avoir des réflexes en fait. Voilà, c'est normal en pratique vénale. C'est pour ça qu'en fait que lorsqu'on a l'expérience dans quelque chose, on est plus rapide que l'autre. C'est normal, c'est cohérent. Quand on est dans la pratique, c'est bien pareil. Donc,
Il faut comprendre qu'en pratiquant l'identité individuelle, eh bien, on se comporte comme des individus. Mais c'est quoi un individu? Un individu n'est pas un être humain. Un individu, c'est une construction mentale. C'est comme le Père Noël. Ça n'existe pas. C'est la substance conceptuelle du monde inférieur. Et donc, par conséquent, un esclave n'existe pas. Un meuble n'existe pas. Tel que, voilà. Un affranchi n'existe pas. Un maître n'existe pas. Et puis, ce sont des individus. Ce sont des constructions mentales. Ça n'existe pas. C'est pas des, ça veut dire que ce sont des infiliaux. L'individu est infilial. Il n'est jamais né. C'est un être séparé du tout. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train, justement, de nous éloigner, de dissoudre, je dirais, la conscience de la filialité. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Et donc, ça produit toutes sortes de choses, la violence, etc. Vous voyez, etc. Mais c'est cohérent, cause-effet. Alors, donc, vous avez saisi l'essentiel, donc l'individu. Et donc, je vais me permettre, et je terminerai là, de vous lire, parce que vous ne savez pas ces choses. Mais eux ne savent pas qui nous sommes, parce qu'ils n'ont pas accès à notre matrice. Mais nous avons perdu la maîtrise de notre matrice. Et donc, mais eux connaissent leur matrice. Et je vais vous dire en fait ceci. Ça va vous permettre en fait de savoir en fait ce qu'ils leur maîtrise, leur connaissance de leurs affaires, mais pas tous. Hein. Il y a beaucoup de juristes applicateurs parmi eux. Hein. C'est un petit groupe là en haut là, de spécialistes qui connaissent ces choses. Hein. Il faut bien le savoir. Alors voilà un ouvrage en fait, l'individu saisi par le... Non, je prendrai le titre plutôt. Homo juridicus, essai sur la fonction anthropologique du droit. Essai sur la fonction anthropologique du droit de Alain Supiot, et donc un livre qui date de 2005. Je prends cet exemple pour vous permettre en fait de... Je peux trouver, là je vous donne ça parce que c'est assez clair. Voilà dans son ouvrage ce qu'il dit. Et vous allez voir son rejet de la science, parce que ça que je viens de vous dire là, tout le monde sait, ça c'est scientifique, ça se vérifie. Nous sommes en fait sortir quelqu'un de la généalogie humaine, c'est lui dénier son nature humaine. Donc s'il veut nous les il faut nous nier, etc. Ça c'est scientifique. Alors voilà ce qu'il dit. Or, le droit, dernier savoir dogmatique de l'Occident, est menacé par le développement de la science et surtout de l'idéologie de la toute-puissance qui l'accompagne. Ce fantasme de toute-puissance met en danger le montage anthropologique fragile qu'est la notion d'individu. Se représenter l'individu comme un individu, se représenter l'homme comme un individu unique et insécable, à la fois égal et irréductiblement différent de tous les autres, est un acte de foi qui échappe évidemment à toute science expérimentale. C'est la matrice de leur civilisation. Par ailleurs, il le dit, hein. D'accord? Et donc, ça là, c'est ce que vous rappelez la période de la Renaissance. Lorsqu'ils ont dit en fait que nous sommes au XIVe siècle, XVe siècle, et donc ils sortent du Moyen-Âge, et c'est la Renaissance, la bande à Machiavel, etc., toute la bande. Et c'est là qu'ils font partir la modernité. Bon, pour eux, la modernité commence là. Mais il faut savoir c'est quoi la modernité. Eh bien, la modernité, c'est quoi? C'est que c'est pendant cette période, en fait, qu'ils vont aller explorer leurs humanités. Et lorsque vous entendez les humanités classiques, les humanités, il faut savoir de quoi ça renvoie. Parce qu'il n'y en a qu'une, d'accord? C'est la filialité. Bon. Ils vont aller explorer leur humanité classique. Et donc, ils vont aller dans la Grèce antique et dans la Rome antique. Mais la Grèce antique et la Rome antique, pour aller, ils y vont pourquoi? Pour en saisir la structure de ce qu'ils appellent leur civilisation. Et c'est là qu'ils vont faire un travail théorique pour en tirer la substance. Et c'est comme ça qu'en fait, une fois qu'ils ont tiré la substance, parce que rappelez-vous, le système en fait athénien du citoyen, du système esclavagiste, c'est un système fondé sur l'infidélité. Le citoyen est un esclavagiste et il est gardien du système esclavagiste. Et donc il y a les étrangers, les femmes, etc., les esclaves, etc., le système esclavagiste. C'est ça la démocratie. Et donc, c'est ça en fait, ils vont saisir la substance. Et c'est cette substance-là qu'en 1789, ils vont venir en fait et instituer à travers en fait la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, en 1789. Et je ne rentre pas dans les détails, et bien c'est là en fait que nous devenons, ils rentrent dans la maîtrise des individus. D'accord? Voilà. Et la Déclaration des droits de l'homme
universelle des droits de l'homme de 1948 est fondée sur les individus. D'accord? Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on arrive à maîtriser des milliards de personnes, simplement parce qu'ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire solidarité. Vous voyez, il y a. Parce que je prends un exemple, je terminerai là. Prenons la sauterre, ou le coup de main, hein, comme issu de notre civilisation. Vous voyez bien, en fait, on a la nostalgie, mais on n'est pas conscient. Il y a des associations qui veulent relancer la sauterre, et puis, ou bien le coup de main, hein, en termes d'effet de manifestation de notre paradigme originel. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils veulent faire ça, et ils s'y engagent, mais dans l'infidélité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la relation. Il faut d'abord instituer la fidélité, et c'est comme ça qu'on a accès, en fait, on fait renaître, en fait, la sauterre, on fait renaître. Mais, ou pas frère, ou pas ben même. Donc, ils sont dans le barrage, tout ça va pas marcher, parce qu'en effet, il n'y a pas attendre matricieux. Donc, par conséquent, je terminerai là, la solution à notre problème, c'est instituer ou réinstituer notre matrice. J'en ai terminé.